La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Oh, j'aime ça, Guy. J'aime ça. Mets ton téléphone de l'autre bord, prédateur. J'ai tout le temps peur de lui donner. Ben, Guy, il voulait te donner le feeling de si, admettons, il nous donnait une droite, ouais. son overhead punch, comment qu'on verrait la situation. Non, mais je savais pas comment dire. J'ai pas envie qu'il le prenne comme un ordre. Excusez-moi, M. Côté. Pouvez-vous virer votre téléphone, s'il vous plaît? Ah, j'ai été dans l'armée, moi, j'en ai reçu des ordres, mais je suis parti de là, par exemple. Hey, Pat, merci beaucoup d'être venu ce soir. Là. Pour nous, c'est incroyable. Tu es un exemple pour les gens du Québec, puis ta détermination, la façon que tu te comportes, c'est facile à dire, là, mais on est fiers de toi et on est vraiment heureux de t'avoir ce soir. Là. Ah, ben c'est gentil. Je pensais que j'étais la première invitée. Moi, j'avais commencé à boire en même temps que vous autres, mais là, comment ça être temps que j'arrive, moi, te dire? Bien content d'être avec vous autres. On est tous dans le même bateau. Tu parlais que Pat Brisson était cartésien, là, on est complètement ailleurs. On n'est plus cartésien, là, mettons. Là. C'est parfait. Mais Pat, pour les gens qui te connaissent un peu moins, tu viens d'un... Oui, tu as fait du UFC, tu as été dans l'armée, comme on a dit, mais tu viens quand même d'un parcours assez particulier, là, plus jeune. J'aimerais ça que tu nous ramènes un peu dans ton enfance, ton parcours plus jeune pour te rendre à ta grande carrière qu'on connaît aujourd'hui. Là. Ben, tu sais, je suis vraiment content d'avoir entendu, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais le gars de la Côte-Nord tantôt, parce que moi, je viens de là. Moi, je viens de Rimouski, donc je viens d'un petit peu dans mon équipe, si on va à Bécomo? Ben, je peux mettre du poids sur ton équipe, je peux pas mettre du talent, par exemple. Done deal. Mais ouais, je viens de Rimouski, d'un petit village qui s'appelle Saint-Narcisse, un village qui est figé dans le temps. Là, une église dans le milieu, un magasin général, c'est encore de même aujourd'hui. Il y a 5 rues, tout le monde se connaît. Puis, c'est le meilleur monde au monde, là, vraiment. C'est vraiment cool de retourner là-bas. Moi, quand je vais là, il n'y a pas grand monde qui sont sortis de là. Moi, je m'en vais là, c'est un événement. On s'entend, là. Il n'y a pas grand monde qui ont sorti de Saint-Narcisse, je te dirais, puis qui ont une carrière connue. Puis, après ça, j'ai été élevé par ma mère, tout ça, pendant des années à Sherbrooke. Puis, on a vécu quand même assez sur le seuil de la pauvreté. Puis, il y a un documentaire qui a été fait par Pixcom qui est extraordinaire, vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce documentaire-là? C'est débile. Puis ça explique vraiment mon parcours. Puis finalement, avec les valeurs que je me suis fait donner par ma mère, justement, parce qu'elle m'a élevé tout seul, ben, c'était jamais lâcher puis toujours croire en tes rêves. Puis, tu sais, je veux dire, j'y ai cru à maudit parce que quand j'ai commencé ce sport-là, moi, c'était quand même à sorte de ground. Puis avoir une carrière, spécialement venant du Québec, venant du Canada, venant du Québec, être un Canadien français, penser avoir une carrière là-dedans, c'était presque mission impossible. Là. J'ai tellement de questions pour toi, justement, juste avec la dernière phrase que tu viens de dire. Ton commencement, tu as commencé ça, comme tu l'as dit, dans l'armée canadienne. Comment, je vais te poser toutes mes questions, puis après, je vais y répéter. Pourquoi tu as décidé de commencer ça dans l'armée? Hey, salut les gars! Tu as commencé dans l'UFC, Tito Ortiz, c'est un gars, une légende, un gars que ça devait être un de tes idoles probablement, parce que la façon qu'il se comportait, puis tout ça, la façon qu'il se battait. Comment ça a commencé personnellement, puis après ça dans l'UFC? Ben, c'est tous les gars de ma génération. On a tous commencé à regarder des UFC 1, 2, 3 sur des cassettes VHS. Là. Puis on a regardé ça, puis on trouvait ça, c'était cool, mais en même temps, je me dis aujourd'hui, j'aurais jamais rentré dans l'octogone dans ces conditions-là dans le temps. C'était de la boucherie. Je veux dire, ça n'avait pas de bon sens. Sauf que quand je suis rentré dans l'armée à 18 ans, je commençais à faire de la boxe à l'extérieur sur mon propre temps, puis j'ai commencé à pogner ça quand même assez facilement. Puis après ça, j'ai commencé à découvrir plus le jiu-jitsu brésilien. Puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. Puis le premier combat amateur que j'ai fait, je me suis fait rincer, mais pas à peu près. Là. Mais je suis tombé en amour avec ce sport-là, pareil. Avec le thrill, l'adrénaline que ça va te chercher. Là. Puis après ça, ben écoute, j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. Puis en 2004, comme tu disais, je me suis battu contre mon idole, vraiment. Puis c'était une opportunité qu'on m'avait donnée à l'UFC de rentrer par la grande porte. J'étais probablement le dernier qui ont demandé à remplacer lui qui était supposé de se battre contre Tito Ortiz. J'étais un inconnu. C'était mon premier combat au UFC. Mais personne ne voulait faire ça. Moi, on se regardait et on disait hey, why not? Je veux dire, on ne peut pas rentrer par la plus grande porte au UFC. Au premier combat de ta carrière, il y a aussi main event à Atlantic City contre le poster boy de cette année-là, Tito Ortiz. Fait qu'on y a été.
j'ai reçu à peu près 300 coups de coude dans le combat, mais j'ai fini quand même sur mes jambes. Puis, tu sais, j'étais tout le temps la même affaire. Mais si je me rappelle bien, tu l'avais fait tomber quand même, fléchir les genoux au début, là. T'as raison, Max, mais c'est tellement correct que ce soit relevé parce que j'aurais été vraiment dans la marde s'il avait resté à terre. Tu sais, j'étais pas rendu à ce niveau-là. J'étais pas dans la bonne catégorie de poids. C'était mon premier combat dans l'international. Tu sais, imagine, moi, le petit nouveau, là, puis le petit Canadien qui arrive, là, puis il knock la légende Tito Ortiz. Après ça, là, dans ce temps-là, tu avais Randy Couture, Chuck Liddell ou Vitor Belfort. Je m'aurais fait démolir. Je te confirme, dans ce temps-là, je n'étais pas rendu là. Fait que ce que j'ai fait, perdre de cette façon-là, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie. J'ai gagné la soirée, j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Après ça, tout le monde savait j'étais qui. Puis j'ai eu une belle carrière après à cause de cette défaite-là. Et non pas à cause. Cette défaite-là était bonne pour moi. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. T'as grandi dans l'adversité. Ouais. Mais l'appel du UFC, le premier coup, c'est qui t'appelle? J'avais un gérant dans ce temps-là qui gérait ma carrière. Puis j'étais supposé déjà me battre sur cette carte-là, sur le premier combat de la pré-carte, où il n'y a personne dans les estrades. J'étais supposé déjà me battre contre un gars qui s'appelle Marvin Eastman. Puis 4 jours après, je me battais contre le gars qui était sur mon screensaver devant une foule de 15 000 personnes. Fait que, ça a été vite, mais en même temps, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. J'ai pas eu le temps de penser que j'allais me battre contre Tito Ortiz. J'ai cligné des yeux, il était en avant, il voulait me marcher à la tête. J'ai cligné des yeux, c'était fini. Fait que, ça a été quand même bien la manière dont ça s'est passé. Mais qu'est-ce que tu te souviens, justement, tu dis ça parce que moi, on me parle de ton repêchage junior, premier match de la Ligue nationale. Tu te souviens de quoi de ça? Moi, on dirait que faut vraiment que je m'assoie pour dire ah oui, c'est vrai ça, ça te fait ça toi aussi? Je pensais que tu parlais de moi, repêchage dans la Ligue nationale. Non, mais je te dis ça parce que pendant longtemps, il y a du monde qui se sont mêlés avec le joueur de hockey. L'autre Patrick Côté, ouais. Puis en plus, mon nickname à moi, c'est The Predator. Puis il a joué pour les Predators. Je trouvais ça drôle, mais non, j'étais devenu champion canadien ici avec l'organisation TKO. Puis, tu sais, j'étais un combattant qui était quand même assez arrogant au début. Puis je knockais le monde. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on cherchait. On voulait quelqu'un qui donnait un spectacle, puis surtout, tu sais, je veux dire, en étant Canadien-Français, ça m'a aidé à rentrer dans l'UFC aussi. David Loiseau était le premier. Après ça, il y a eu Georges, puis après, Georges puis moi, on est rentrés dans la même année. Mais c'est sûr que ça l'a aidé. Tu sais, David est rentré 2 ans avant Georges puis moi dans l'organisation de l'UFC, David Loiseau, puis il a gagné, puis il a fait des chaos spectaculaires. Fait que là, la tension s'est retournée un petit peu vers nous. Fait que là, Georges est arrivé, puis moi, j'ai suivi après. Puis tu parles de cause spectaculaire, puis tout ça. Je l'ai dit tantôt en début de show, ton overhand punch, là, je ne sais pas en français, là, ton punch par en haut c'est quoi qui la descend, là, je ne sais pas l'expression. On a fait la recherche tantôt. Tu le sais, tu le fais à RDS, c'est quoi le mot exact, là, mais... Et pour vrai, je ne l'ai pas traduit, celle-là. Il y a des limites, là, à un moment donné. Oui, c'est ça. Mais moi, je veux savoir, quand tu sais que tu as du power, puis tu frappes un gars, mais de l'autre côté, tu vois qu'il ne fléchit pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Écoute, c'est arrivé, ça, mon premier combat à 170 livres. Quand je me suis battu, mon premier combat à 170, c'était à l'UFC. C'était ici à Montréal, en plus, contre un gars qui s'appelle Bobby Walker. Je te dis, là, j'ai donné tout ce que je pouvais lui donner. Là. Si j'avais pas amené une pelle, là, je l'aurais fait. Il continuait d'avancer comme un zombie. Je le cognais, puis il continuait d'avancer. Là, à un moment donné, tu te dis, hey, j'ai knocké du monde à 205 livres avec ces mains-là, puis le gars, à 170, à cette heure, il tombe pas. Il faut que tu te remettes dans le processus mental que, OK, le gars, il a un bon menton comme moi. Moi, j'ai toujours un bon menton. Il y a du monde qui m'ont frappé solide, puis eux autres aussi ont été surpris que je tombe pas. Je te confirme. Mais, tu sais, c'est ça. Ben, si je me trompe pas, là, excuse-moi de te couper, là, mais si je me trompe pas, cette fight-là, tu avais fait ça hockey style un peu, tu avais fini avec des uppercuts comme... Je vais t'avouer, là, je suis l'UFC, mais je connais rien là-dedans, puis je capote là-dessus. Sais-tu ce fight-là, tu avais donné une quinzaine d'uppercuts de suite, puis Non, c'était... dans le fond, ça, c'est ma dernière victoire en carrière. C'était à Boston en 2016, le 17 janvier 2016. Puis c'était contre Ben Saunders à Boston. Puis oui, j'avais rentré en dedans, puis j'avais tenu la tête comme si j'avais un chandail de hockey, puis j'étais juste par en dessous, puis finalement, il a tombé. C'est cool. Mais tantôt, tu parlais, juste avant la question de Max,
un gars que tu frappes, puis le gars tombe pas, puis tu dis, Chris, j'ai un bon punch, je comprends pas. Est-ce que quand tu finis le combat, tu fais du vidéo, tu t'assois ou avec ton équipe, tu dis, OK, il faut développer d'autres techniques ou faut que j'aille d'autres options que juste le punch, là, tu sais, ou... Ben, oui, absolument. Absolument, parce que, tu sais, tu peux plus être un combattant unidimensionnel maintenant dans les arts martiaux mixtes d'aujourd'hui. Sinon, c'est sûr que tu ne te rendras pas loin. À part si tu es des poids lourds. Tu sais, des poids lourds, il n'y a pas de grand talent. Tu sais, c'est des gros punchers. Mais à part ça, dans toutes les autres catégories de poids, tu sais, il faut que tu sois le plus complet possible. Puis dans mes combats après, tu sais, on a vu, tu sais, quand je me suis battu à l'UFC 186, la dernière fois que l'UFC est venu à Montréal ici, contre Joe Riggs, je l'ai lutté tout le combat. Puis tout le monde était là, voyons là. Puis même lui, à la fin du combat, il s'est levé, il m'a regardé, puis il dit, fait que t'es rendu un lutteur à cette heure. Ben, non, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu ajoutes des cordes à ton arc. C'est ça que j'ai fait à travers les années aussi. Puis Montréal, c'est quoi au juste le feeling comparativement? Mac, j'adore ça. Ça fait deux, trois questions en soi que je Guillaume, pose. tu sais que je suis un passionné du UFC. Ouais. Hein, j'y vais souvent avec ma femme. On a eu Tout le temps. le UFC Lui, il se 200 paye des à billets, Las man, Vegas. Pat, à un moment donné, je t'ai conté mon histoire UFC 200 à Las Vegas. Je me suis fait mettre ça dedans. Pat, il va compter l'histoire de Montréal, puis tu compteras ton UFC 200. Parfait. Ben, écoute, je me suis battu un petit peu partout dans le monde, pour vrai, puis c'est sûr que ça a l'air cucu de dire ça, mais je veux dire, quand tu rentres au Centre Bell avec 20 000 personnes qui crient ton nom et qui chantent des chansons avec ton nom de famille, moi, ils chantaient côté. Wow. Le monde, il dit, tu n'entends pas la foule, là. Les combattants qui disent ça, ben, c'est des vrais menteurs, pour vrai. C'est impossible d'entendre pas ça. Tu sais, veux pas, ça te donne un hype de plus, dépendamment comment tu vis la pression de la foule, mais c'est incroyable. Moi, je me suis battu à l'UFC à Montréal 3 fois, je pense. Puis à toutes les fois, c'était débile, là. Puis, tu sais, toutes les fois que Georges se battait à Montréal aussi, quand je me battais pas, j'étais commentateur, le toit arrachait, là. Tu sais, ça va pas d'allure. Fait je pense que tout le monde sait qu'à Montréal, c'est une ville de partisans, c'est une ville de gagnants. C'est probablement la plus belle place à être quand tu gagnes. Mais en même temps, quand tu perds, c'est rough. Le monde sera rough. Ça doit te passer dans la tête pareil, là, de dire si je perds devant mon monde. Tout le temps. Je veux dire, c'est pas pour minimiser le hockey ou le baseball, mais tu joues au hockey, tu joues pas à te battre. C'est quelque chose qui est. C'est un sport qui est ultra dangereux, ultra violent, puis ça, je l'ai toujours dit. Sauf que c'est des professionnels qui le font maintenant, puis c'est des gars qui sont entraînés ou des femmes qui sont entraînées, puis il y a des anciens Olympiques, des athlètes olympiques qui s'en viennent finir leur carrière là. Je veux dire, moi, je me bats contre un gars qui a gagné la médaille d'or aux Olympiques en lutte. Je te confirme que je ne vais pas lutter avec. Ah non, c'est ça n'a aucun bon sens. Guy, la pression, là. Pas fou. Je me rappelle, j'étais là, Pat, tu dois t'en rappeler, quand GSP contre Carlos Condit à Montréal, il avait reçu du pied. On revenait du voyage, Max. On était sur la galerie de presse en haut, non? Non, c'est incroyable. Le gars, GSP, il avait de la pression. Là. Tout le monde vient pour lui, puis il s'est relevé dans le combat. Il a reçu un mauvais coup. Là, j'ai jamais reçu un coup aussi fort, un coup de pied, mais Pat, je veux savoir. Tu sais, dans la vie, il y a beaucoup d'intimidation, de bullying. On parle de tout ça. On en avait parlé avec Georges Saint-Pierre. Dans le monde du UFC, tu sais, le stare down, le regard, la pesée, puis tout ça, tu sais que le gars, tu regardes, il joue pas une game, là. Il est tough. C'est un dur, il va te faire mal. Comment ça se passe, la game d'intimidation, quand tu sais que les deux gars, c'est deux gars, tu peux pas avoir plus tough que ça, là? Ben, tu sais, moi, j'ai toujours dit ce sport-là, même si tu te tapes sa gueule, c'est un des sports qui a le plus de respect parce que c'est le seul sport qui commence avec une poignée de main et qui se termine avec une poignée de main. Tu sais, quand le combat commence, les gars vont se donner le point puis OK, let's go, on se tape dessus. Puis à la fin, ben, on se prend des bras ou de quoi de main. Tu sais, si Conor McGregor et Nick Diaz ont été capables de se prendre des bras après le combat, tout le monde est capable. Tu sais, je veux dire, le sport est rendu un spectacle aussi. Fait qu'il faut que tu hype ton combat pour que le monde achète des billets, pour que le monde le regarde. C'est comme ça que tu vas faire plus d'argent dans ce sport-là. Tu sais, les combattants, c'est pas des joueurs de la Ligue nationale. Même si l'UFC se compare au plus grand sport du monde, l'UFC, c'est pas un sport, là, mais aux plus grandes organisations au monde, il reste que il n'y a pas d'association qui protège les combattants. On est loin
d'avoir des salaires de millionnaires. Des millionnaires dans ce sport-là, il y en a peut-être une dizaine. Il n'y en a pas beaucoup là, sur un roster de 600 personnes, 600 combattants dans l'UFC. Fait que c'est très difficile. Mais au bout de la ligne, il reste que si tu commences à faire ce sport-là pour être riche ou être célèbre, t'es mieux d'arrêter tout de suite, parce qu'il y a des chances que ça n'arrive pas. Là. Mais justement, on parle souvent des gars comme GSP puis tout, McGregor, les gars font de la grosse argent, puis tout, ils arrivent devant les 21 273 spectateurs à Montréal. Je veux que tu me parles un peu, justement, en ce moment, ce qui se passe, si je ne me trompe pas, le Fight Island à Abu Dhabi, tu arrives, il n'y a pas personne. C'est sûr que ta motivation, c'est si tu n'es pas prêt, tu te fais knocker puis tu t'en vas faire de dos. Là. Comme Ultimate Fighter, la différence pour deux gars qui sont dans l'octogone. Ben, moi, je peux te le dire avec raison parce que c'est les deux chandails que j'ai en arrière. C'est justement l'Ultimate Fighter, la 4e saison, quand je l'ai participé, je l'ai coaché aussi. Puis, tu te bats dans un hangar, il n'y a personne, on dirait que tu te bats dans ta cour en arrière. Tu entends les pas sur le tapis, tu entends les pas dans l'octogone. C'est vraiment, vraiment différent. Il y a des combattants qui ne sont pas capables de performer dans ces conditions-là parce que des gars comme Justin Gaethje qui s'est battu contre Nurmagomedov, ceux qui suivent ça, le dernier combat, ça a été un combat extrêmement facile par Nurmagomedov. Est-ce qu'il est vraiment meilleur? Oui. Mais Gaethje, c'est un gars qui c'est un showman. Il se nourrit de la foule pour les combats. Conor McGregor, c'est la même chose. J'ai hâte de voir si on fait un combat McGregor devant personne, comment il va être capable de performer. Fait c'est sûr que c'est complètement une autre dimension. Puis maintenant, on fait des combats à Abu Dhabi, on fait des combats à Las Vegas devant personne. Mais au moins, les gars puissent continuer à travailler. C'est ça l'important. Les combattants, déjà là, qui sont payés pas la grosse fortune, au moins, ils sont capables de travailler encore. Puis l'UFC, Dana White a toujours dit « Je vais être le premier sport professionnel à revenir à la télé. » Puis ça a été le premier. Puis que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ben le système marche. Guillaume, je suis désolé, là, parce que tu sais à quel point je capote sur l'UFC. Non, je sais. Bellé, ça va être à 10 heures. J'ai 500 questions, Pat, je suis désolé. Là, mais hey, moi aussi, Maxime. Hein? Tu parles justement de la pression de jouer devant du monde et tout ça, mais de battre devant du monde, mais le montant d'argent qui est donné pour la bagarre de la soirée, le Fight of the Night, à quel point ça change sa stratégie? Quand tu te bats contre un gars, de dire je vais y aller pour un combat spectaculaire puis gagner l'argent ou je vais avec ma stratégie puis je fais un combat plate puis je gagne? Ils ont voulu améliorer le spectacle justement en donnant des bonus de performance. Donc, si tu fais une belle performance dans le combat, si tu knockes un gars, si tu fais un combat spectaculaire ou le Fight of the Night, tu vas avoir un bonus de 50 000 pour des joueurs professionnels au baseball ou au hockey, 50 000 c'est pas grand-chose. Mais pour un combattant qui se bat à l'UFC, c'est énorme. Parce que ça dépend t'es qui, là, mais même ceux-là qui se bat le premier combat de la pré-carte qui fait 10 000 il a accès à ce 50 000 ça fait que ça peut changer sa vie complètement. Mais au niveau... Moi, j'ai toujours dit que tu te fais payer pour l'entraînement que tu as fait et non pas pour le combat. Parce que le combat, pour les combattants, c'est un peu une récompense. C'est un peu comme, OK, c'est bon, on va te détacher, là, tu peux y aller. L'entraînement, avant, tu te coupes un peu du monde social. C'est un sport qui est très égoïste. Il faut que tu penses à toi en premier énormément. Oui, tu es tout seul dans l'octogone, mais ça reste un sport d'équipe pareil. Tu as besoin de partenaires d'entraînement. Je ne peux pas frapper un sac de sable dans mon sous-sol et penser m'améliorer. À un moment donné, ça te prend du monde aussi. Puis la plupart de tes partenaires d'entraînement, c'est pas du monde qui font ça de leur vie non plus. Il y a plein d'affaires là-dedans, surtout ici au Québec. Malgré qu'il y a des grosses équipes aux États-Unis comme American Top Team puis American Kickboxing Academy, ça, c'est tous des combattants qui sont professionnels. Mais ici au Québec, moi, je m'en te dire, là, mes partenaires d'entraînement, là, il n'y en avait pas beaucoup, là, que c'était ça leur vie. Là. Le lendemain, ils rentraient dans le bureau de comptable, puis ils venaient pareil pour m'aider. Faut que tu prennes soin de ces gars-là aussi. Mais je pense tout le temps que la bourse que tu fais, c'est pour l'entraînement. Puis pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai déjà knocké du monde en dedans d'1 minute, puis il me disait « Hey, crime, tu gagnes cher de la minute, hein? » Ouais. Ça fait 2 mois là, que moi, j'ai pas bu d'alcool, puis j'ai pas été au restaurant avec ma femme, puis j'ai pas été à un barbecue. C'était l'été, j'ai décidé de pas aller au barbecue, j'ai resté chez nous parce que fallait que je mange mon poulet bouilli puis mon brocoli. Fait que, moi, c'est pour ça que tu te fais payer, d'après moi. Mais là, j'ai le droit à 2 questions, Maxime.
Vas-y, Guillaume, je te donne... Les deux questions après ça. Max, quand je finis mes questions, j'aimerais ça que tu parles de ton UFC 200, ça m'intéresse. Tu parlais tantôt, Pat, de respect. Puis pour moi, puis pour les... Tu sais, au hockey, deux bagarreurs qui se battent, un coup de poing quand un gars est au sol, c'est une marque de respect. On punch pas. Puis vous autres, votre sport, quand le gars, c'est là que tu peux le closer. Et où la ligne entre les deux? Excuse-moi, là, c'est peut-être une mauvaise question. Je ne suis pas un fan comme Max, mais quand je regarde ça, puis je vois le gars à terre, tu sais, le gars, il tombe, tu vois les deux yeux tourner, tu vois le blanc, puis faut que tu sautes dessus. Je trouve ça tough. Tu as absolument raison. Si tu t'arrêtes à la première image, c'est sûr que tu vas dire que ce sport-là est plus dangereux de tous les autres sports. Mais la réalité, c'est que c'est complètement faux. Parce que qu'est-ce qui est le plus dangereux dans tous les sports confondus, puis je ne parle pas contre la boxe parce que c'est de ça que je viens, puis moi, je suis un grand amateur de boxe, mais je suis quand même conscient des dangers de ce sport-là. C'est le compte de 8. Tu sais, le compte de 8 à la boxe, le gars est déjà commotionné, il se fait ébranler, il met un genou à terre. Tu sais, le gars, il connaît la game. Il va mettre un genou à terre, il va se relever, il va mettre les gants en avant de lui. Il connaît le processus pour que l'arbitre dise que le combat continue. Mais tu sais, tu peux avoir 3, 4, 5 combats contre de 8 dans un combat. Puis c'est arrivé à Saskatchewan avec Tim Hague, un ancien combattant du UFC qui se battait à boxe. Puis on lui a donné, je pense, 7 contre de 8 dans le combat. Puis en sortant du combat, ben, dans la nuit, il est mort. Il est mort. C'est pourquoi que je dis ça, c'est que c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus brutal quand je punch un gars puis je saute dessus pour le finir. Mais en arts martiaux mixtes, quand le gars ne se défend plus intelligemment, c'est terminé. Il n'y a pas une chance de revenir. Donc, c'est pour ça que le taux de commotion présentement en arts martiaux mixtes est beaucoup moindre, ou des dommages à long terme est beaucoup moindre qu'à la boxe, ou même au football, que c'est casse à casse à tous les jeux. C'est ça aussi. Puis, c'est ça que j'essaie d'expliquer au monde. Puis, je ne vais pas faire de promo, là. Je l'ai ici. Mais, j'ai écrit un livre. Montez comme pas, vu que t'as tombé dessus de la tablette. Hey, ça a tombé de la tablette. Ma fille m'a amené ça, j'étais pas prêt. Mais, tu sais, j'ai écrit ce livre-là dans l'Octogone, qui est dans toutes les bonnes librairies au Québec. Mais, juste pour dire, parce que ce livre-là, c'est pas un livre pour te convaincre d'aimer ce sport-là, mais c'est une bible d'informations qui explique justement ces questions-là, puis je suis extrêmement fier de ça parce que, tu sais, à un moment donné, j'ai essayé de me détacher de ce sport-là, d'être seulement de ce sport-là parce que je fais d'autres choses. Présentement, tu sais, je fais des workshops d'acting, on va jouer dans des séries, des choses comme ça, puis faire d'autres choses. Fait que je voulais me détacher de ça pour que ça me colle à la peau. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, tu sais, cette discipline-là, les arts martiaux mixtes, je l'avais tatoué sur le corps. Fait que j'ai décidé de faire un livre pour expliquer au monde c'est quoi, pour qu'il y ait peut-être un meilleur respect envers les athlètes qui le pratiquent. Hey, Guy, premièrement, es-tu capable de m'envoyer le livre en Allemagne, s'il vous plaît? C'est ta responsabilité. Désolé, Guy, c'était mon partner. Mais tu sais, tu veux t'éloigner de ça, mais je pense que ça serait priver le monde quand même, dans un sens qu'on a un Québécois qui a réussi, puis il faut le dire, puis c'est pas parce que t'es là, mais moi j'écoute le UFC samedi soir avec Jean-Paul Chartrand parce que t'es bon à Chris, puis c'est le fun de vous écouter, puis ça emmène un behind the scene, puis honnêtement, mais c'est vrai, puis je trouve ça vraiment trippant de vous écouter parce que, tu sais, moi c'est niaiseux, mais j'écoutais, puis j'avais une autre question avant ça, mais j'écoutais la semaine passée quand Anderson Silva s'est fait knocker, tu sais, puis au-delà de dire le gars s'est fait knocker, t'avais l'opinion, il est temps qu'il, tu sais, des opinions que, oui, j'ai joué professionnel, mais dans ton sport, je connais rien. Puis ton knowledge, je trouve ça tellement intéressant. Puis justement, je vais t'emmener là-dessus. Ça a été quoi ton opinion là-dessus? Tu sais, c'est Anderson Silva, c'est l'idole de tout le monde. Là, tu sais. Et je me suis battu contre aussi quand il était top of the food chain. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je suis devenu bien émotionnel en parlant de ça à la fin. Puis je suis devenu, ça me fait quelque chose. Moi, ça me brise le cœur d'avoir des athlètes comme ça qui ont changé le monde, le sport, qui ont changé la façon que le sport est aujourd'hui, qui ont amélioré cette discipline-là, qui présentement s'accrochent et ils n'ont pas besoin, on s'entend, Anderson Silva est capable de vivre jusqu'à tous les jours. Là, okay? Ouais, mais la passion, à un moment donné, il faut que tu sois plus intelligent que le sport. Il y a des sentiments dans le sport, puis vous le savez, là, je veux dire, tu rentres sur le pre-skate devant 20 000 personnes, puis de la chanson, ces sentiments-là, tu ne seras jamais capable de retrouver ça nulle part ailleurs. Mais il faut que tu sois assez conscient puis de penser que tu as été privilégié de les avoir déjà vécus. Puis à un moment donné, c'est fini. Là.
Parce qu'Anderson Silva, là, toi, tu le connais, Max. Guillaume, tu le connais. Et tu sais qu'en 2010, il était intouchable. Ouais. Mais les nouveaux fans de l'UFC, qui regardent les combats depuis 6-7 ans, là, ils ont juste vu Anderson perdre. Il y a une partie Il a gagné d'héritage, il a gagné un de ses 9 derniers combats. Fait que là, il est en train de se mettre un nuage noir autour de son héritage, autour de sa legacy. C'est souvent Puis ça. c'est ça que moi, je trouve plate. Puis le gars, il n'a pas besoin de se battre pour vivre. Là. À un moment donné, puis là, il se fait knocker en plus. Puis tout le monde, on est content pour lui qu'il a gagné. Oh, mais en même temps, tu te dis. Il était quasiment mal, le gars. Oui, c'est ça. Mal, Pat, tu me parles d'Anderson. C'est une légende. Tu me parles d'Anderson Silva, puis si ma mémoire est bonne, tu avais commencé ta bagarre contre lui, puis tu étais all-in. Tu as tout fait. Je pense que, en tout cas, si je me rappelle bien, là, une des premières fois dans ta carrière, il avait peur d'un adversaire, puis tu frappais, puis tu montrais que tu n'avais pas peur de lui, puis si je ne me trompe pas, deuxième, troisième round, tu t'es fait mal au genou. Ouais, ben, nous, on avait remarqué, Anderson Silva était comme invincible dans ce temps-là. Puis tout le monde qui se battait contre lui avait déjà perdu d'avance, dans le face-à-face, puis à la pesée, puis des choses comme ça. Fait qu'on s'est dit, hey, on va lui montrer qu'on n'a pas peur. Puis c'est vrai, puis je me suis dit, si je me fais knocker, au moins, je m'en souviendrai pas. C'est le même que j'ai approché le combat, moi. Puis, j'étais le premier à le rendre au troisième round, mais au troisième round, je savais que mon genou avait glissé sur le gros au milieu de l'octogone au deuxième round, puis il est allé en expert extension, puis mon genou, il a snappé, puis mon ligament croisé antérieur est relâché. Fait que, pendant la dernière partie du deuxième round, mon genou, il n'arrêtait pas de disloquer. Puis entre le deuxième et le troisième round, j'ai dit à mon coach, je dis, mon genou, c'est fuck. Je dis, mon genou, il est fini, là. Puis il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis qu'on lance la serviette? Je dis, regarde, au pire, je vais essayer de lancer un Hail Mary, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis quand j'ai essayé de rentrer en dedans, ben c'est ça. J'ai mis tout le poids sur ma jambe droite, puis mon tibia, puis mon genou est venu un à côté de l'autre, ça a tout lâché. Puis, là, j'étais là, t'es-tu sérieux, man? Le plus gros moment de ma carrière, ça va se finir avec une blessure. J'étais là, j'aurais bien mieux, pour vrai, j'aurais aimé mieux qu'ils me battent par un knockout ou qu'ils me soumettent que perdre de cette façon-là. Parce que c'est comme un unfinished business. T'sais. Ouais, mais tu sais, je veux te dire, parce que là, c'est facile de jouer à Monsieur Gentil, là, parce qu'on est à la télé et tout ça, mais moi, je me rappelle que qu'est-ce qui m'est passé par la tête puis le cœur, c'est ce gars-là, il nous représente tellement bien, il abandonne pas. Il est là, il croit en ses rêves, il reste debout, ça fait mal, puis ça. On s'entend, là, on se rappelle là, quand le genou a lâché puis ça donnait le goût de vomir. Là, on se cachera pas. Là, c'était pas comme ça sortait de nowhere. Tu voyais que tu étais sur une jambe, puis à un moment donné, ça a lâché. Puis, en tout cas, de ton côté, tu le vois d'une façon, mais de mon côté, c'était comme un héros québécois. Puis c'est un exemple d'un gars, un gars qui donnait tout pour avoir du succès. Là, moi, j'ai travaillé. C'est comme jouer pour la Coupe Stanley. C'est la même chose. Moi, c'était ça, ma Coupe Stanley à moi. Me battre pour le championnat du monde au UFC, tout le monde rêve de ça. Puis, je l'avais l'opportunité, mais j'étais là. J'ai travaillé toute ma vie pour arriver là. Mais, je veux dire, je fais pas des cauchemars de ça aujourd'hui. Il est arrivé ce qui est arrivé, mais c'est sûr que c'est plate que ça soit terminé de cette façon-là avec une blessure. Je trouve que c'est vraiment plate de la manière que ça s'est fini. Puis c'est niaiseux, mais j'aurais même mieux qu'il me knock. Au moins, il m'aurait battu. Là, je ne dis pas que je suis en train de gagner le combat, mais je n'étais certainement pas en train de le perdre encore au troisième. Tu fonçais. Tu fonçais, je me rappelle. Nous autres, dans le hockey, il y a bien du monde qui sont forts sur la visualisation, sur se voir gagner, sur se voir performer. Quel apport ça a dans l'UFC, ça? T'es-tu déjà vu battre Anderson Silva dans ce combat-là quand tu dormais un mois avant? Des millions de fois. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de visualisation puis qui met beaucoup de choses en perspective, peu importe la situation. Ce qui fait que moi, j'aime beaucoup avoir beaucoup d'options sur une seule situation. Ce qui veut dire que si il m'arrive quelque chose, ben, je vais faire ça. Si ça ne marche pas, je vais faire ça, Puis ça, j'ai appris ça en faisant du jiu-jitsu brésilien. J'ai appris ça parce que cet art martial-là, il faut que tout le temps tu penses un mouvement d'avance de plus que ton adversaire. Tu te places d'une façon, il va se placer d'une autre manière pour que son bras aille là. Puis là, tu le finis avec une clé de bras. C'est comme un jeu d'échecs, les arts martiaux mix. Pas les jiu-jitsu brésiliens, je veux dire. Ouais. Puis j'ai appris à vivre de cette façon-là à cause de ça, à cause de mes années d'entraînement de jiu-jitsu brésilien.
Tu sais, dans le monde du hockey, on a, comme moi, j'adore prendre des mises en jeu, jouer en désavantage, numérique, puis tout ça. Toi, tu parles de judo, jiu-jitsu, boxe. Y a-tu une place que tu te retrouves, là, tu sais, pas de côté, que tu dis, ah, ça, j'adore ça, puis à l'entraînement, j'aime mieux pratiquer la boxe que le jiu-jitsu, puis tout ça. Ben, ma spécialité, moi, ça a toujours été la boxe. J'ai toujours aimé rester debout, puis échanger, puis donner un bon spectacle. J'avais un bon menton, je le sais. J'ai reçu des bombes, puis je m'ouvrais les yeux, puis j'étais encore là. Wow, OK. Je ne peux pas croire que j'étais encore là, mais merci mon menton. Mais, tu sais, ça, mais à un moment donné, tu deviens plus complet. J'aurais aimé ça finir des combats avec des soumissions à l'UFC. Ma dernière victoire, j'ai passé de knockout, mais j'ai passé à deux cheveux, j'ai passé une clé de bras aussi. Mais à un moment donné, c'est ça. Ça revient avec tes instincts. Quand ça va moins bien ou quand quelque chose ne marche pas sur qu'est-ce que tu as entraîné, ben, je veux dire, tu viens à tes instincts. Puis moi, mes instincts, c'était tout le temps de rester debout. Puis j'avais de bonnes forces de frappe. Puis j'avais confiance en ça aussi. Fait que, quand tu as confiance, on dirait que ton talent se multiplie avec ça. Puis tu parles d'instinct, puis un gars comme Stephen Thompson, c'est des gars moins conventionnels. Tu t'es battu contre lui. On parle souvent du combat, tu ne sais pas à quoi t'attendre, puis le gars est un peu différent dans sa façon de se battre. Mais comment tu fais pour trouver un partner, justement, qui est prêt à se pratiquer avec toi dans l'octogone, mais qui n'est pas conventionnel comme lui, tu sais? C'est exactement ça. Le problème, quand je me suis battu avec Anderson Silva, c'est que je ne pouvais pas trouver de partenaire d'entraînement qui était capable de le répliquer un peu. Stephen Thompson, j'en ai trouvé, mais tu sais, qui limitait quand même un peu. Mais Anderson Silva, non. Fait que la première minute, là, t'es de même, OK. Fait que là, je vais en avant, il est à côté, je vais à côté, il est en arrière. Tu te dis, OK, ça va t'arrêter, mais je vais-tu comprendre son style? Parce que dans l'entraînement, c'est ça que tu essaies de répliquer le style de ton adversaire pour avoir le moins de surprises possible quand le combat commence. Mais c'est ça la beauté des arts martiaux mixtes aussi, parce que tu as bien beau être million contre un sur papier, quand la cloche sonne, ça peut virer 50-50 parce que un seul coup de poing, un seul mouvement peut faire la différence. Puis surtout si le combattant, je te parlais tantôt de l'UFC 186 là, contre Joe Riggs, qui me dit à la fin que t'es rendu un lutteur à cette heure. Mais lui, il s'attendait que je reste debout puis que je swing comme un malade juste parce qu'on était à Montréal puis que je le fasse un show. Mais non, je l'ai lutté puis il ne s'attendait pas à ça. Fait que c'est ça aussi, les arts martiaux mixtes, c'est de surprendre son adversaire aussi. Tu parlais tantôt un problème de toute ma vie, là. La pesée. À quel point c'est. Non, mais tu sais, on entend parler, c'est bon, c'est pas bon. Toi, tu as été dans des années où peut-être qu'il y avait moins de spécialistes qu'aujourd'hui, il peut en avoir. Mm-hmm. À quel point c'est tough? C'est horrible. Puis, j'en parle beaucoup dans le livre. J'ai une grosse. Lequel livre, là? Lequel livre? Ouais, montre-les donc encore, le livre, là. Arrête de niaiser, Pat, là. Il fait de la magie comme toi, Max. Mais honnêtement, puis ça, il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Puis c'est très tabou, la déshydratation. Puis, moi, j'en parle beaucoup parce que je fais des chroniques sur le sport. Puis à toutes les fois qu'il y a un boxeur, un combattant qui ne fait pas la pesée, c'est sûr que moi, je suis très vocal là-dessus. Moi, j'ai tout le temps fait la pesée. Puis dans le livre, j'explique justement un passage que j'ai passé out en essayant de faire la pesée parce que j'avais trop pris de poids entre les combats. Fait qu'il a fallu que je me déshydrate de 24 livres en 12 heures quasiment. Fait que, mais ça se fait. Je l'ai fait, ça se fait. Mais avec les années, dans mon dernier combat, on a fait un reportage avec RDS. Puis, parce que je voulais montrer c'était quoi la déshydratation. Fait qu'ils m'ont suivi pendant tout le processus de la déshydratation parce que le monde, il disait que nous autres, on était pour ça. Jean-François Gaudreau et moi, parce que Jean-François, c'est lui qui s'occupait de ma nutrition, c'est lui qui s'occupait de ma déshydratation aussi. Lui, il ne veut pas par essai et erreur, il a développé un système. Parce que, tu sais, en médecine, on s'entend, là, on t'apprend à te réhydrater, mais on ne t'apprend pas à te déshydrater. Là. Ce qui fait que tu vas apprendre par essai et erreur, puis tu vas développer un certain système. Mais c'est un état d'inconfort absolu. Et ceux qui ne font pas la pesée, 95% du temps, c'est du monde qui vont briser mentalement parce qu'ils ne sont pas capables de subir ou de suivre cet inconfort-là. T'sais, je veux dire, le corps est fait de 70% d'eau. Là. Fait que, si ta tête suit, le corps va suivre. Mais il y a une préparation à faire là-dessus.
J'ai déjà coupé, moi, je coupais à peu près 22, 23 livres en dedans de 18 heures. Puis pour moi, c'était normal parce que j'étais capable de le faire. Mais je ne pourrais pas faire ça demain matin. Ça te prend, il y a beaucoup de préparation à faire avant ça. Mais moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je l'ai fait, puis ça a prolongé ma carrière de 5 ans parce que les gars, 185 livres que je me suis battu dans ma carrière pendant 9 ans à l'UFC, je veux dire, ils étaient rendus ben trop gros parce que les connaissances sur la nutrition et la déshydratation sont rendues à un niveau que, je veux dire, les gars sont énormes à 185. Fait que moi, le dernier combat que j'ai fait contre Alicio Sakara, un Italien, on était à 185 livres. On était les deux à 185, ça a pesé. On a fait la face à face. Je savais qu'il était plus gros physiquement que moi, mais le lendemain, j'ai regardé le bord de la cage. J'ai dit, okay, c'est son frère, c'est pas lui, certain. Il était énorme et il avait doublé. Fait que je me suis dit, OK, j'ai gagné ce combat-là, mais après ça, j'ai droppé à 170 livres. Puis là, c'est moi qui faisais cet effet-là. Je me pesais à 170, puis le lendemain, je me battais autour de 192, 193 livres. J'étais comme Bob l'éponge, on grossissait. Là. Mais est-ce que ça serait le fun de peser les gars avant qu'ils rentrent sur le ring, juste pour voir la différence entre la veille? Là-dessus, c'est 50-50. Oui, pour peut-être. Mais la vraie réponse, c'est non. Parce que le monde va se déshydrater. T'es vraiment 50-50? C'est-tu dans le livre? Non, mais pour vrai, je m'en reprends, là. C'est que la vraie réponse, c'est non. Parce que, de un, ça fait partie du show. De deux, c'est qu'il y a du monde quand même qui vont se déshydrater. Pourquoi la pesée 24 heures avant? C'est pour donner le temps au monde qui ont fait la pesée de se réhydrater et d'être en pleine possession de leurs moyens quand le combat va arriver. Parce que veut pas, même si le combat est 2 heures avant le combat, il y a des cabochons qui vont se déshydrater de 15 livres pareil. Là. Ouais. Ça va arriver. Fait que c'est trop dangereux pour les combattants. Il y en a qui disent, on peut-tu les peser directement avant le combat arrive? Non, mais je veux dire, on garde la pesée. Mettons, toi, tu arrives, tu es à 170. La veille, 24 heures avant, tu te pèses à 170. Mais avant de rentrer, je veux savoir, t'es combien? Pas de faire la pesée, mais de dire, il est rendu à 192. Tu sais, de dire, Chris, il a pris 12 livres en 24. Tu sais, juste le combat s'est passé entre un 192 et un 198, mettons. Oui. Mais tu vois, en Californie, là, ils ont mis un règlement que tu ne peux pas arriver la semaine du combat. C'est la première affaire qu'ils font quand tu arrives la semaine du combat. Tu arrives probablement, tu te bats le samedi, tu arrives le mardi, mettons, là. Ils te pèsent. C'est la première affaire qu'ils font. Fait à Californie, il y a un règlement que tu n'as pas le droit d'être plus que 7 de ton poids, 7 ou 8 de ton poids, que tu plus bas ou plus haut que le poids que tu vas te battre. Okay. Moi, j'aurais jamais été capable de me battre en Californie. C'est impossible. Fait que, tu sais, mais c'est pas partout comme ça. Fait que si tu fais offrir un contrat en Californie, tu dis non. Dans le sens que je serais pas capable de faire le. Je me suis battu une fois en Californie, puis c'était avant ce règlement-là. OK. Non, mais c'est intéressant, c'est tellement hot. Hein, Pat, il me reste 2 questions de mon côté parce qu'on apprécie ta générosité. On est déjà rendu à 35 minutes. Non, c'est... Il dit pas de trouble. Il y a le gin est mort. Vas-y, Bélé, on va être en retard. Je veux savoir ton opinion parce que justement, tu l'as dit, tu es super bon avec la boxe puis tout ça. Tu as été une légende, en tout cas pour nous au Québec, dans l'UFC, dans les arts martiaux. Un gars comme McGregor qui se bat contre Floyd Mayweather, c'était quoi les chances pour vrai? C'était-tu aussi loin qu'on pense en tant qu'amateur? Ou... Non. Ça a duré, je pense, ça a duré 8 ou 9 rounds, je pense, mais parce que Mayweather voulait que ça dure 8 ou 9 rounds. Ouais. Mais l'important, on s'en fout du résultat. Ils ont fait 4 conférences de presse autour du monde avant ce combat-là. C'est le hype qu'on a été capable de construire autour de ça. À Las Vegas, ça a été la journée où il y a eu le plus de jets privés qui sont arrivés à Las Vegas pour un événement sportif. Il y avait une photo aérienne. Tous les jets privés, quand le combat est terminé, attendaient en ligne. Il y avait une ligne d'à peu près 200 jets privés partir de Las Vegas. Fait que, tu mets les deux plus gros... Puis, McGregor, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, là, mais lui, il a compris la game, puis pas à peu près. Mais... c'est un art, ça, d'être un bon trash talker. Tu peux pas t'improviser trash talker. Il y a du monde qui l'ont essayé, qui ont essayé de faire comme McGregor. Tu regardes, tu dis, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ça sonne pas bien. McGregor, au début, je n'étais pas sûr parce qu'au début, on comparait comme à Mohamed Ali au niveau de se vendre, puis vendre des combats, puis au niveau de sa répartie de ses paroles.
Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire que exactement, il est dans la même ligue. Il est incroyable. Tu sais, le gars, il n'a jamais boxé de sa vie, puis il s'est ramassé avec un contrat de 100 millions pour un combat de boxe face à une légende qui n'a jamais perdu de sa vie. C'est un gars qui a 50 combats de boxe et 0 défaite. Ouais. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, c'est irréel, mais c'est arrivé à cause de lui. Si l'inverse était arrivé, Mayweather s'en va dans l'octogone contre Mayweather. Oh, non, mais contre McGregor. Ça n'arrivera pas. C'est complètement deux sports différents. On s'entend la boxe, puis c'est pour ça que je dis que ça a duré 8 rounds parce que Mayweather voulait que ça dure 8 rounds. Mais tu sais, en arts martiaux mixtes, d'après moi, il pourrait mettre un coup de pied dans les jambes qui reçoit Mayweather, il va tomber à terre. C'est ça, ouais, mais c'est ça ma pensée aussi, c'est que je me dis que le risque aurait été beaucoup plus grand pour Mayweather d'aller se battre contre McGregor chez eux. Là. Ben oui, c'est sûr, mais Mayweather, il est resté dans son élément, puis il y avait beaucoup moins de choses à penser, il y avait juste les mains. On s'entend en arts martiaux mixtes, et puis il a été assez intelligent aussi pour toujours refuser une revanche en arts martiaux mixtes. Il n'ira jamais là. Je veux dire, il va faire rire de lui là, à un moment donné. C'est deux sports différents. Ouais. T'es parti. J'ai une question par rapport à. Est-ce que tu as fait des combats en étant père? Un seul, mon dernier. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de votre sport, la peur de la blessure? Puis, on a eu beaucoup de questions sur ta musique pour rentrer sur le ring, sur l'arène. Est-ce que tu changerais ta toune avec des enfants? OK. La première question, c'est moi, j'ai fait un seul combat quand j'ai eu ma fille. Puis, je savais que c'était mon dernier combat. Je l'avais prévu d'avance. Parce que dans mes 2 derniers combats, moi, je me suis fait frapper plus fort que dans mes 15 dernières années. Puis pas parce que mon menton était moins bon, c'est parce qu'à un moment donné, tu ralentis, tu vieillis. Puis les coups, j'ai pas pu venir. Peut-être des cataractes, le gros. La réalité, c'est ça. Mais, tu sais, moi, ma fille, tu sais, je veux pas, quand elle va avoir 7-8 ans, elle va vouloir savoir ce que je faisais avant. Puis des images de moi knock-out à terre ou en convulsion, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Je ne me suis jamais fait knocker. Fait avant que ça arrive, moi, c'était impossible que ma fille puisse me voir dans cet état-là avec un sport dangereux comme ça. Fait que, ça a comme mis une ligne, un point à la ligne quand ma fille est née. Je me suis dit, OK, je vais faire un dernier combat pour moi, pour vivre les derniers moments. Puis je sais que ça va être le dernier. Fait que je vais apprécier tout ce qui se passe. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis je ne regrette pas ma décision. Je n'ai jamais eu de goût d'un retour à la compétition. Je vais toujours m'ennuyer de la marche vers l'octogone, Bruce Buffer qui crie mon ton, les partisans qui chantent une chanson avec mon nom de famille. Mais est-ce que je m'ennuie du sport comme tel? Pas vraiment. Ça, Pat, là, je vais te le dire, là, quand tu as mis tes gants à terre, puis tu as dit que c'était fini, puis tu as remercié tout le monde, puis tu as dit merci aux gens du Québec en français, puis tout. Je ne suis pas genre larme à l'œil, mettons. Pas genre larme à l'œil, mais je vais te jurer que ça c'est venu me chercher profond. On dirait que c'est moi, quand on fait des entrevues avec Martin Brodeur et tout, que je broye quasiment. Max, t'es... Je capote. Guillaume, Max, cet été, je vais te le faire rencontrer, Patrick, là. Ben, je vais le rencontrer certains, puis j'ai hâte. Non, mais Guy, tu sais, je capote sur UFC, puis ma femme aussi, puis on va souvent dans les événements, puis tout. Pat, je sais pas, je me rappelle pas en détail, là, parce que j'en fais beaucoup, mais j'étais là quand il y a eu les coups de poing en arrière de la tête, la disqualification. C'était contre Sakara, ouais. C'est ça. J'étais là, puis c'est des beaux... Ça dépend de la situation, mais pour moi, c'est des moments incroyables. Tu sais, un Québécois... Tu sais, quand tu y penses comme il faut, c'est un Québécois ou deux dans le monde entier, des gars qui sont tout seuls dans l'octogone, devant tout le monde, la planète entière, puis ils se battent. Puis je le sais que de ton côté, tu veux nous représenter, tu fais du mieux que tu peux. Puis je me rappelle, quand tu as mis tes gants à terre avec ta petite coupure sur le nez, puis c'était émotionnel, puis c'est venu me chercher parce que c'est un exemple. Puis tu peux pas avoir pour moi plus de détermination, de persévérance qu'un gars qui a des gants de UFC et qui se tape sa gueule, moi le dire aussi clair que c'est. Max, j'aime tellement ça de voir vulnérable de même, là, ça me fait... J'adore ça. Je suis content que tu me dises ça, Max, parce que, tu sais,
on m'a souvent demandé si ça m'a fait chier d'avoir été dans l'ombre de Georges Saint-Pierre, parce que veut pas. Il y a eu 2 Québécois qui ont. Il y a eu le pionnier David Loiseau, mais ceux qui ont marqué l'histoire à travers le Québec, il y a Georges, évidemment, qui, à mon avis, the greatest of all time. Puis il y a eu moi après qui est en dessous. Puis on m'a toujours. On demande souvent, je dis, as-tu assez la reconnaissance que tu voulais? Moi, j'ai jamais fait ça pour avoir la reconnaissance. J'ai fait ça parce que j'étais bon là-dedans, puis j'avais une passion. Puis j'ai jamais voulu être un deuxième Georges Saint-Pierre non plus. Je dis qu'il y en a rien qu'un, puis c'est comme Superman. Je ne veux pas dire que je suis Robin, là, mais c'est Superman. Fait, je me suis inspiré de Georges dans ma vie, dans ma carrière pour devenir meilleur. Puis j'ai aucune animosité envers Georges. Je ne peux pas être jaloux de ce qu'il a fait ou de l'attention qu'il a eue parce qu'il a travaillé pour, puis il le mérite aussi. Là. Mais mon parcours, je m'en sers beaucoup pour inspirer les gens puis des choses comme ça. Puis je trouve que sans rien enlever à Georges, là, Georges, c'est comme un Sidney Crosby. C'est des athlètes d'exception qui sortent une fois ou 10 ans. Tu te dis, oh, c'est bon, OK, lui, c'est quelque chose. Moi, je suis comme un col bleu, tu comprends? Moi, je suis comme... j'ai travaillé, on ne s'attendait pas, j'avais pas un grand talent, mais j'avais une bonne... J'avais un grand cœur, gros de même, puis j'ai réussi à m'en sortir, plus que mieux que m'en sortir, mais j'ai réussi à me rendre au niveau supérieur à cause que le vouloir était là plus que le talent. Wow. Qu'est-ce que tu penses? On parlait tantôt McGregor, Mayweather. Qu'est-ce que tu penses de Mike Tyson, Georges Larac? J'adore le rire. Moi, j'adore l'idée de Mike Tyson. J'aime moins l'idée que Georges Larac. Moi, je veux des billets, première rangée. Ouais, ça, c'est sûr. Écoute, on va voir ce qui va arriver dans une dizaine de jours contre Roy Jones. Mais l'affaire, c'est que Georges nous a vendu ça vraiment mauvais. Là, quand il a sorti ça, cette nouvelle-là, c'était pendant une de mes chroniques à 91.9. Puis, il dit je vais me battre contre Mike Tyson. Mais la semaine d'après, il dit OK, c'est parce que Mike il fait une tournée de promotion pour ramasser des fonds. OK, c'est pas la même affaire. Pas la même affaire. Mais là, après ça, Georges dit mais je vais le tenir à distance. Puis, mais, je dis, il a toujours été le plus petit d'un polo toute sa vie. On s'en fout. Puis la dernière affaire qui part d'un athlète de sport de combat, c'est sa puissance. Il va perdre de rapidité, il va perdre de la shape, il va perdre de la condition physique. Mais sa puissance, il l'a. C'est de la technique. Le mec, il tourne les hanches d'un côte. D'après moi, il va plier. Là, mais encore, c'est un combat exhibition. On va voir ce qui va arriver. Mais je ne peux pas croire que... ma première réaction, j'ai demandé à Georges, j'ai dit, ça va être sur patin. Il dit non. OK, ben tu vas y mettre un chandail? Non. J'essaie de trouver des si Tyson, dans le ring avec un chandail, ce serait pas pire, ça. Si Tyson est sérieux dans un combat normal, podcast, ça ne peut pas durer un round. Là. Puis Georges, je le respecte, il est dans le top 5 des pugilistes de la Ligue nationale. Là. On s'entend, là. Mais moi aussi, c'est pas là la question. La question, c'est une autre dimension. C'est un autre... Je dis, c'est dangereux quasiment. Ça fait pas de sens. Mais autant que Tyson sur patin contre Georges, ça ferait pas de sens. La tabarouette les 10 premières secondes. Ça ferait pas de sens non plus. C'est 2 dimensions complètement différentes. Il y a une vidéo qui existe sur YouTube. Georges, il avait challengé Georges Saint-Pierre, justement. C'est fou, ça. Il avait dit jamais tu m'amèneras à terre, je suis trop un athlète. Georges, il l'a amené, je pense, 20 fois en 3 minutes à terre. Là. Je veux dire, tu te bats contre les meilleurs de leur business. Je dis, moi, j'ai une bonne anecdote là-dessus. Yes, sir. On est prêt. On a le temps là-dessus. On a le temps. On a le temps en masse. Les prédateurs de Laval, l'équipe de semi-pro, quand j'ai pris ma retraite, ils m'ont contacté pour m'offrir un contrat parce qu'ils trouvaient que le marketing était parfait pour que je devienne leur goon. Toi, tu étais le prédateur, des prédateurs de Laval, puis tu pourrais venir, tu pourrais faire 2-3 combats. Je dis, voyons donc, je n'irai pas me battre sur le patin, je vais me faire dévisser. Je n'ai pas cette technique-là, c'est impossible. Fait que je pense que c'est la même affaire pour Georges face à Tyson. Je pense que ça va être le fun. Puis plus que Georges va essayer de le soigner, plus qu'il va manquer d'après moi. Puis je pense que ce n'est pas une bonne idée de fâcher Mike Tyson. OK, on prend un angle complètement différent. L'Ultimate Fighter. C'est un show que tout le monde adorait, tout le monde adore.
être entraîneur, être coach dans ce monde-là, les gars qui vivent dans la même maison, des fois, il faut que tu te battes contre un gars de ton équipe en finale à un moment donné. Ouais. C'est quoi les émotions? Parce que là, on a l'impression que tout le monde se bat pour un spot, puis c'est ta chance à un moment donné de te faire valoir. C'est quoi l'intensité dans ce monde-là? Tu vois, moi, j'ai eu l'occasion d'être participant puis de coacher. Puis c'est beaucoup plus facile d'être participant que de coacher dans cette émission-là, parce que juste être participant, nous autres, on était à Las Vegas, puis j'étais dans l'équipe des Gris en arrière. Puis, dans Las Vegas, une maison, une mansion house de plusieurs millions, on mangeait des steaks à 40$ à tous les soirs. Il n'y avait pas de limite, il y avait de l'alcool à côté. Puis, on s'entraînait 2 fois par jour avec des Randy Couture, des Matthews, des Chuck Liddell. Je veux dire, tu peux pas demander mieux, là. Mais c'était. Puis les gars qui perdent, ils restent dans la même maison aussi. Fait qu'eux autres, quand ils ont perdu, ils s'en foutent, ils s'en torchent, là. Puis la production nous avait dit, vous pouvez démolir la maison, on s'en fout. Faites juste pas briser de vitre pour pas vous blesser. Fait que, les gars, à un moment donné, quand ils ont perdu, puis ça fait 3 semaines qu'ils sont encore dans la maison, ben, t'as pas le droit de musique, t'as pas le droit de télé, t'as pas le droit de magazine. Fait que, ils font ce qu'ils peuvent. Fait qu'à un moment donné, ils commencent à tout démolir. Puis là, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent. C'est une télé-réalité. Ils veulent de la merde, ils veulent de la BSB. Puis ça marche bien, je te dirais. Ça me fait penser, Max, au party, ça. On faisait ça chez Brent Burns avec le Wild. Lui, il recevait toute l'équipe une fois par année. Il était dans le sous-sol, à côté de la chambre avec ses 100 serpents. Puis il disait, à soir, on brise les sofas. Une fois par année. On s'en allait chez eux, c'était des prises de lutte, on sautait dans les divans, puis il fallait casser les divans à Brent Burns. C'était son fun. Non. Je te dis, ça commence à coûter cher. Ultimate Fighter. C'est là-dessus qu'il a perdu une coupe d'Adam, je pense. Dernière question avant qu'on passe à la petite vite. C'est quoi, d'où vient ton côté entrepreneur? Tu as le livre, tu es à RDS, tu as le centre XPN, tu as toutes ces choses-là. D'où vient ce côté-là? Puis, ouais, c'est rien que sur ma question, dans le fond. Ça vient. Il est temps de passer à la petite bouteille. ça vient de ma blessure. Quand je me suis blessé en 2009, à mon combat de championnat du monde, 2008, je ne me souviens plus trop, mais l'UFC 90, quand je me suis blessé, j'étais 1 an et demi out de combattre. Puis j'avais été quand même assez intelligent avec mon argent que, j'ai pas changé mon style de vie, mais il commençait à être temps que je recommence à travailler, là. Puis je me suis rendu compte que du jour au lendemain, ça pouvait se terminer. Dans ce sport-là, on n'avait pas d'association. On n'a pas encore. Ouais. On n'a pas rien qui nous protège. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais toujours faire en sorte que j'ai une option pour compenser si l'autre option ne marche pas. Fait que c'est vraiment à partir de là qu'il y a eu comme un déclic. Puis aujourd'hui, ma femme, elle trouve que j'en ai trop, mais... Hey Pat, aurais-tu eu la chance, mettons, à la fin de carrière, tu étais au UFC, puis tu t'es fait valoir partout à la télé, puis tout, de retourner à TKO pour le gros salaire? TKO, gros salaire, ça marche pas ensemble. Ah, ça marche pas? J'ai rien d'autre à dire là-dessus. OK, parce que... OK. Fait que c'était fini, il n'y avait pas d'autre option. Mais pas le gros salaire, mais la grosse star du TKO, mettons. Tu sais, quand tu es rendu à l'UFC, si je peux te poser la même question. Je me souviens pas si où tu as joué junior, mais tu as joué dans la Ligue nationale de hockey, puis là, à un moment donné, si ça va moins bien ou de quoi de même, tu ne joues pas tout le temps sur le premier trio. Est-ce que tu aurais descendu dans les juniors majeurs pour rester sur le premier trio et être la star de Bécomo ou de Saint-Hyacinthe? C'est plus comme retourner junior de la Ligue nationale que dans la Ligue américaine ou en Europe, admettons. Exact, c'est 100%. C'est exactement ça. OK. C'est différent. Là. Je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais vraiment que c'était comme l'option B. Ça marche pas, je retourne TKO, puis je trouve un moyen de m'arranger. C'est sûr que si ça marche pas à l'UFC, tu as d'autres organisations plus régionales que tu vas aller refaire ton parcours. Moi, ça m'est arrivé. En 2010, je me suis fait sacrer d'or du UFC, puis il a fallu que je remonte ma fiche. J'ai gagné 4 combats, puis en 2012, je suis retourné au UFC, ils m'ont signé, puis j'ai fini ma carrière là en 2017. Mais c'est sûr que si ça marche pas, ça te prend d'autres options, puis tu n'as pas le choix. C'est dur pour l'orgueil. Là. Moi, je me suis battu pour le championnat du monde en 2008 à Chicago devant 20 000 personnes. Puis 2 ans après, en 2010, j'étais à Blainville
me battre devant 500 personnes pour recommencer, pour essayer de rebâtir ma fiche pour retourner au UFC. Tu sais, c'est rough sur l'orgueil, pas C'est avec toi. fantastique, ça, Mais parce que l'affaire que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que quand tu as commencé dans l'UFC, tu t'es super bien battu, mais les résultats, c'était. On parle souvent de statistiques au hockey, des gars qui jouent super bien, mais les statistiques ne sont pas là. Toi, au UFC, dans l'UFC, tu te battais super bien. Je pense que tes 3-4 premiers combats, mais tu ne les as pas gagnés. Fait qu'à quel point est-ce que les résultats comparativement aux performances, tu sais, le gars, il rentre dans le ring, dans l'octogone, il se bat. C'est incroyable comment il se bat, mais il perd. Tu sais, à quel point est-ce que la marge de manœuvre, c'est stressant dans le monde du UFC? Dana White fait toujours un meeting avec les combattants après la pesée. Puis il dit toujours, son discours change d'un fois, mais il y a toujours une phrase qui reste. Il dit, et moi, je m'en torche que vous perdez. Mais c'est de la manière que vous perdez. Okay. Je ne vais jamais vous sacrer dehors si vous laissez votre cœur dans l'octogone et vous donner un bon spectacle. Il a toujours dit ça. Puis, tu vois, moi, ça m'est arrivé. J'ai perdu mes 4 premiers combats au UFC. Mais, tu sais, contre Tito Ortiz, évidemment, j'avais sauvé le show, fait que j'ai toujours une bonne relation avec eux autres. J'étais un Canadien-Français. Ça, je suis conscient que ça m'a aidé aussi. Parce qu'à un moment donné, ils voulaient prendre le territoire aussi au Canada. Il y avait Georges, mais ça leur prenait quelqu'un d'autre. Puis ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé ma job. Puis je le sais, puis c'est bien correct. Puis à un moment donné, ben, là, ça revient à moi. Puis je me dis, je viens de perdre mes 4 premiers combats au UFC. Là, je dis, j'ai-tu la curse de l'octogone? J'ai-tu la curse du UFC? Ouais. Je me dis, allez, à un moment donné, ça va-tu arriver? Puis je tenais tout le temps des bons combats. Puis quand j'ai gagné mon premier combat à l'UFC en 2007, je suis parti sur une stretch de 6 wins de suite, puis j'ai un combat de championnat du monde. Fait que des fois, c'est juste mental, c'est juste la pression qui t'enlève des épaules après une première victoire. Puis, dernière question, parce que tu dis ça, puis ça me fait penser, on avait joué, Max, ma première game à Buffalo. Je pense qu'on avait joué, on s'en va à Toronto. Puis ça faisait une ou deux défaites qu'on avait. Puis là, la première victoire, t'es comme esti qui a fait du bien. Mais esti qui est tough. Puis là, tu te dis, si je veux faire les playoffs, nous autres, il faut que j'en gagne 50, mais toi, il faut que tu en gagnes 2, mettons, sur 3 dans ton année. Le feeling de la première victoire après 4 défaites. Ben, c'est une libération. C'est débile, une libération parce que tu sais que tu es supposé faire partie de ça. Tu sais que tu as le potentiel de faire une carrière dans l'UFC, mais tu arrives tout le temps à court, tu arrives tout le temps à short. Puis des fois, c'est juste des petits détails. J'ai perdu un combat par décision partagée contre Chris Leben dans mon 3e combat. Si on s'était battu au Canada, j'aurais gagné. Okay. Lui, si on s'était battu aux États-Unis, c'est un Américain, puis il a gagné. Puis c'est correct, je veux dire, à un moment donné, c'est ça la game aussi. Si tu veux savoir la décision des juges, ben, il y a des chances que ça soit un petit peu plus partisan ou qu'il y ait des juges qui, que tu vas avoir des surprises, ça arrive des fois. Mais je suis conscient que si j'avais été au Canada, probablement j'aurais gagné ce combat-là. Mais c'est ça, des fois, c'est juste un petit edge, puis finalement, quand j'ai gagné mon premier combat, je l'ai gagné par une décision, mais vraiment, vraiment straight. C'était vraiment une décision, il n'y avait pas de discussion. Après ça, j'ai docké mes deux prochains adversaires au premier round. Fait que ça a comme été, OK, là, ça m'a prouvé que je suis là, puis je mérite ma place là. Après ça, j'ai knocké surtout Kendall Grove, à mon prochain combat d'après, qui était supposé être la prochaine superstar. J'ai knocké au premier round, puis après ça, c'est parti. On dirait, le Pat, là, ça me fait penser. Sais-tu quoi? J'en parlais à Max tantôt, ça me fait penser un soir, tu venais faire un bloc à l'antichambre avec nous autres, UFC, puis tu étais arrivé 2 heures avant, puis là, je te posais des questions, j'étais comme, je suis bien fatigant. Tu sais, parce que, non, mais. Je suis de même aussi, j'ai goût de dire qu'il reste 2 heures. Ça continuerait, genre. Non, mais c'est vrai, puis t'es généreux, puis t'es comme, t'en donnes, puis. Pour nous autres, pour moi, en tout cas, c'est un sport que je connais pas, mais moi, une des parties que j'aime le plus du sport professionnel, c'est. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Envoyez-moi-les. Envoyez-moi-les en Allemagne. Pas comme le gin. Hey Pat, ça m'a pris 3 mois à avoir le gin. Pouvez-vous vous arranger, ça soit plus vite un peu? Non, mais on dirait que la comparaison entre nos sports, la façon de penser entre nos sports est totalement différente, mais pas loin pareil. Ouais, on se rejoint tout à quelque part. C'est ça que je trouve écœurant. Pour se rendre là, il y a quelque chose qu'on a de commun qui fait en sorte qu'on pourrait parler pendant des heures. C'est comme. Moi, Guy, il n'y a rien de commun. Moi, t'as dit tout de suite, j'en parle souvent avec un gars comme PC Lavery, là, ici, qui s'est battu avec nationale. Donc, 2 gars qui rentrent dans un octagone.
il ferme la porte, puis il barre, qui commence à se taper sa gueule. Puis tu sais que le bar, c'est pas un gars qui s'en va là pour faire assemblant d'être dur. Moi, je te le dis tout de suite, là, Guy, même nous, on est deux chums. Il nous mettrait dans l'octagone, il ferme la porte et il dit bon, ben le premier qui sort vivant d'ici, il gagne le prix. On aurait peur en tabarouette. J'aurais plus de chance de gagner le premier qui fait pipi. Je vais être bien honnête avec vous autres, puis j'en ai parlé avec beaucoup de combattants, puis j'ai beaucoup d'amis dans ça. Puis presque 100% des combattants, là, quand la porte se ferme, là, il y a toujours un 2 secondes. Tu regardes l'autre bord, tu dis sacrément, qu'est-ce que je fais ça? Tous les combattants ont cette espèce de 2-3 secondes-là, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit pendant la marche, que ce soit pendant l'annonceur qui dit ton nom, il y a toujours, à un moment donné, tu te dis ben voyons donc, je suis une cage, je m'en vais me taper sur la gueule. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Mais à un moment donné, quand tu as passé ça, ben, ça va t'amuser. Ça a l'air niaiseux à dire, mais pour nous autres, on va s'amuser après. Hey Pat, dernière affaire, là, je te le promets, tu t'en vas dans 1 minute, OK? Le monde me demande beaucoup sur le chat de compter devant toi mon expérience UFC 200. Je te compte ça vite. J'ai commandé des billets pour le UFC 200 avec ma femme sur Internet. Puis là, je reçois les beaux billets dorés, le gros événement. Puis tout, j'arrive là-bas, il faut que je fasse garder mes 3 enfants. J'arrive à la porte, tu sais comment c'est, là, il fait 35 degrés dehors, tu es en habit. Ça ne marche pas. Des faux billets. Billets volés qui t'ont vendu sur Internet. Ouais. Là, je suis full panique. Moi, je suis un fan. J'étais avec ma femme. Il a fallu que je réserve mes parents pour le week-end faire garder. Anyway, whatever. Je réussis à rentrer. Non, mais on me fait rentrer puis tout ça. Puis là, c'était les débuts de l'Arena à Las Vegas. Puis les gars de la sécurité, ils étaient un petit peu mélangés. Tu sais, juste pour te donner une idée, j'ai demandé t'es où la sortie après le combat. Après l'événement, le soir, puis on m'amène dans le salon des femmes, de la famille, puis tout ça, du UFC. Fait que moi, je suis assis là, je connais pas personne, puis là, je regarde à droite, j'ai Conor McGregor, j'ai des gars de NBA, de basketball, puis là, je regarde ma femme, je dis rien, prends pas de photos, dis rien, on fait juste apprécier le moment en ce moment. J'étais à côté, puis je regardais Conor McGregor, finalement, j'ai dit, prends une photo de loin, là, juste pour voir, là, montrer au monde à quel point il est petit. Là, c'est incroyable. Tu sais, il est tout petit, le gars, puis il est tellement tough. Mais juste pour dire, là, pour moi, c'était une belle soirée. Pour s'excuser, il m'avait donné la chance. Là, il m'avait donné des billets 20 rangés plus haut. Puis quand j'allais aux toilettes, j'allais au bar, puis j'avais la chance de prendre un drink avec les frères Diaz, puis tout ça. Les gars, tous les fighters, les combattants étaient là. Et entre eux autres, ils prenaient un drink. Fait que j'ai été gâté, j'ai été chanceux dans ma malchance, mais ça a été une des plus belles fins de semaine de ma vie, puis c'était incroyable. Ouais, ça a été un bon show. Là. Il y avait eu John Jones avait testé positif, puis il n'avait pas pu se battre. Cormier, il s'était battu Cormier s'était battu contre Anderson Silva. Oui, exact. Ouais. La dernière seconde, Anderson avait pris le combat. Je suis comme, c'est quand que ça va arrêter, mettons, UFC? On va-tu se rendre à UFC 1000, genre? Ben, ça s'arrêtera pas, Guy. Non, mais pourquoi je ne change pas de nom? Moi, je vais te dire tout de suite, l'année prochaine, en 2021, il y a 44 UFC qui est booké. Ah ouais. Donc, mais tu sais, là, on est rendu à l'UFC 256, mais cette année, on a fêté le 500e événement de l'UFC parce qu'il y a des UFC qui n'ont pas de numéro. Là, des UFC qui sont juste il y a des UFC à numéro, c'est juste ceux qui sont à pay-per-view. Mais des UFC qui sont gratuits, que tu n'as pas besoin de payer pour, bien, il y en a beaucoup, il y en a pas mal plus. Il y a à peu près 12 à 13 pay-per-view par année, puis il y en a une trentaine autres qui sont gratuits. Sur 44 l'année prochaine, il y en a combien pay-per-view, mettons? Je te dirais peut-être à 12 ou 14, là, on ne sait pas encore. Ouais. Mais ouais, exact. Le reste, c'est des gars-là qui sont... C'est une méchante conclusion, moi, Pat, avant que tu partes, il y a 2 affaires. UFC 200 dans mes événements, puis UFC 210 quand ça finit pour toi, puis tu as envoyé un beau message. Les gars dans le milieu, je garde ça en tête. Émotionnel, c'est dur, c'est un moment difficile, mais un beau moment en ce moment pour tout le monde. Tu as été un exemple. Je te remercie d'être venu ce soir. Tu joues encore, mais je dis, Guillaume, tu sais c'est quoi prendre une retraite quand tu es un athlète professionnel. Je veux dire, moi, on m'avait averti de me garder. C'est Patrice Brisebois qui m'a donné ce conseil-là. Ouais. Patrice Brisebois, quand
Il t'a dit, mais là, Pat, là, écoute-moi, là. Quand tu t'en vas dans. Mais, tu sais, il m'a dit qu'on est allé en Bosnie, pas en Bosnie, en Afghanistan ensemble Ouais, en c'est vrai. 2011, je pense, ou quelque chose de même, ou 2009, je me souviens plus. Puis, 2009. Puis, tu sais, on parlait de retraite, des affaires de main, puis il dit, tu sais, t'as bien beau avoir 40 millions dans ton compte de banque, il faut que tu restes actif. Parce que, tu sais, veux pas, tu sais, je veux dire, toi, là, Guillaume, t'as passé 20 ans de ta vie à faire le morning skate à 9 h le matin. Tu dis ça de même, là. Mhm. Tu sais, du jour au lendemain, tu te lèves, puis t'es à la retraite, le chien, il jappe, le bébé, il pleure, t'es dans le milieu du salon, t'es tabarnak, je suis pas supposé d'être ici. Tu comprends? Fait que je pense que c'est pour ça que je me garde actif, occupé aussi, justement pour pas tomber dans ce pattern-là. Ouais. Non, je pense qu'on tombe tous un peu crackpot à quelque part de justement cette vie-là. Je pensais que t'allais dire alcoolique. Hey, aussi. Guillaume, dis merci. Dis merci. Si jamais Regarde, vous avez des problèmes d'alcool. regarde combien de questions vous pouvez qu'il me reste. Hey, man, on aurait fait 4 heures, man. C'était malade. Mais, On revenait. Ouais, on va Bien te sûr, réinviter, bien c'est sûr. sûr. Puis on devrait rentrer pas de côté collaborateur. J'aimerais ça, quand la saison de hockey commence, l'entendre parler de hockey. Si on a Asti, ça serait bon. Je suis un grand fan de hockey. Ouais. Pat, on te signe collaborateur à Merci, Poche Bleue une merci fois par mois, infiniment. t'es avec nous autres. On n'a pas le choix. Super, j'attends le chèque. Hey, Ça, il est c'est- gros à tu peu près t'arranges comme de le... Guillaume. Tu t'arranges de Guillaume là-dessus. Hey, Pat, attends-toi plus au TKO. Ah, bon, OK. Ben, je suis content de faire du bénévolat pour vous autres. Non, mais on peut te garantir de la sauce barbecue pour longtemps. Oui. Puis une invitation au plus gros party aussi. Non, mais ça, le plus gros ouais, party, ça, c'est c'est sûr sûr, que t'es c'est là, sûr. Pat. Attention à toi, Pat. Merci infiniment. On C'est dit super apprécié. Hey, attends, Max, on lui pose la petite vite. Moi, non. Vas-y. Moi, j'y pose. Moi, je me petite sens vite, la petite vite, je veux savoir, ça m'intéresse trop. Foursome de rêve de golf. Je vais prendre, comme joueur, je vais prendre John Daly. Ben, je sais que je vais avoir du fun. Oh, Chris, Mazan. Je vais te prendre, pour vrai, c'est pas parce que tu es là, mais je vais te prendre toi parce que j'ai déjà été à ton tournoi de golf, puis ça avait bien fini. ça avait très bien fini. C'était un beau tournoi. Puis, oui. Puis, écoute, je pense que je vais prendre. J'ai pas beaucoup d'idoles dans ma vie. Moi, je suis un grand fan de la NFL, là. Mais j'aimerais ça passer un après-midi à jouer au golf et à jaser avec Brett Favre. Avec Brett Favre. Wow, nice. Ouais. Wow. Ça, Ok. c'est cool, ça. J'aime ça entendre ça. J'ai une histoire sur Brett Favre que. Ah ouais, Guillaume, laisse-la aller, esprit. Le gars, il vient Hey. de boire une bouteille de gin. Laisse-la aller se coucher. Pat, esprit. ta demande d'autographe la plus impressionnante que tu as fait, que tu as reçue, peu importe. Écoute, c'est pas une demande bizarre, mais tu sais, toutes les fois, il y a du monde qui me demande Hey, t'as-tu déjà signé des seins? Je dis oui, j'en ai déjà signé, mais jamais ceux que je voulais. Pat, Merci. ok, on te laisse finir là-dessus. On te laisse, C'est la perfection finale. Tu peux pas mieux finir. je peux pas mieux closer. Salut, Hey, Pat, merci d'être venu, Pat. beaucoup. C'était Ouais. Ciao, boys. Ciao, man. Ah, c'est Guy. Vas-y avec un tabarouette. Ah, tabarouette qu'on est chanceux. Ah,